Voilà, nous sommes sur scène. Leïla, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette deuxième session consacrée à la sensibilisation pour tout le personnel de santé, la sensibilisation sur la finition chimique. Je tiens à remercier Leïla Chawashi pour sa deuxième disponibilité sur cette thématique. Donc, elle va se présenter. Évidemment, elle est docteur en pharmacie, c'est la responsable et la créatrice d'ailleurs du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, le CRAP. Et c'est en ce titre qu'elle prend la parole aujourd'hui. Euh, voilà, je vois que le chat commence. Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour Lisa, Robin. Donc vous pouvez utiliser le chat pour partager vos questions. Si c'est des questions urgentes, j'interromprai Leïla, sinon on prendra un temps d'échange à la fin de la présentation de Leïla pour répondre à vos questions. Et voilà, je laisse le temps donc au docteur, je laisse la parole au docteur Chawashi et ravi de partager cette pause déjeuner avec vous. Bonjour à Bonjour à tous. tous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation et toutes mes excuses pour ceux qui se sont connectés à la première session sans que moi je n'ai pu m'y connecter. Donc il y a eu un petit problème technique et je ne suis pas très douée avec l'informatique. Donc toutes mes excuses pour le faux plan de la première session, mais je vais me rattraper. Donc je suis très bavarde, vous le verrez, donc je vais essayer d'être la plus concise possible, la plus claire possible. N'hésitez pas à poser des questions comme vous l'a dit Sophie sur le chat. Le mieux, ça serait d'attendre la fin de la présentation pour échanger, parce que souvent des questions sont anticipées sur ce qui arrive après dans le diaporama. Mais si voilà, il y a vraiment une question brûlante et urgente, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, on va démarrer tout de suite. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce que tu me le confirmes, Sophie? On peut démarrer? On voit très bien l'écran et OK pour le son. Cécile Très bien. aussi. Là, je vois que tout le monde. Donc, on peut démarrer, tout à fait. On peut démarrer, très bien. Donc justement, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble sur ce qu'est la soumission chimique et surtout de mettre l'accent sur ce qu'on persiste à ignorer, puisque vous l'avez compris, on essaiera aujourd'hui de déconstruire beaucoup d'idées reçues sur les agressions facilitées par les substances. Moi, je suis le docteur Leïla Chawashi, je suis pharmacienne au centre d'addictovigilance de Paris. Je suis experte auprès de l'Agence du médicament sur l'enquête soumission chimique et j'ai fondé le CRAFS, donc le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Il me paraît important de démarrer d'abord par la définition d'une agression facilitée par les substances ou déjà d'une soumission chimique. Donc, la soumission chimique, c'est le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace, c'est-à-dire sans son consentement, la personne n'est pas d'accord pour consommer les substances, avant de procéder à des faits criminels ou délictuels, quel que soit le crime ou le délit. Ce n'est pas un phénomène nouveau et les agressions facilitées par les substances de façon générale ne sont pas un phénomène nouveau, je vous en parlerai tout à l'heure plus précisément. Donc, on les retrouve dans les contes de médiévaux, par exemple. Tout le monde connaît le conte de Tristan et Iseut avec cette notion de filtre d'amour. Le filtre d'amour, en 2025, on l'appellerait drogue du violeur. Le roi Marc a contraint Iseut à un mariage forcé à partir de ce fameux filtre dit d'amour. On a bien sûr tous les mythes autour des sorcières, comme la sorcière Circé qui a attiré les marins avec la scopolamine avant de les transformer en cochons. On a ce dieu, Dionysos, le dieu du vin, qui, lui, pour violer les nymphes, attendait qu'elles s'abreuvent dans les fleuves avant de transformer l'eau en vin. Et une fois que les nymphes étaient totalement ivres, là, il pouvait procéder au viol des nymphes. Donc, malheureusement, ce n'est pas uniquement dans les contes et la littérature et la mythologie, c'est bien un fait criminel réel qui est ancré justement dans une réalité humaine. Donc, vous savez qu'il y a énormément de faits divers en réalité que vous n'avez pas forcément attribué à la soumission chimique, mais si vous réfléchissez quelques secondes, il y en a énormément que vous connaissez. Déjà dans les années 70, je pense que tout le monde connaît l'affaire Polanski et je ne suis pas certaine que tout le monde l'identifie comme de la soumission chimique infantile. Et pourtant, ce dont il était question, c'est une substance administrée ou donnée à une enfant de moins de 15 ans avant de procéder à son viol. Donc, vous avez la même chose pour l'affaire Fourniret, pour l'affaire Dutroux. Donc, il y a bien sûr les enlèvements des enfants notamment ont été permis par la sédation et leur maintien, en tout cas en séquestration, a permis d'être assuré par la sédation. Donc, nous, la première alerte qu'on a eue, vérifiable, c'était en 82, par la professeure Jacqueline Jouglard, qui est médecin légiste à Marseille, et qui a fait état d'enfants en fait en état de léthargie. Donc nous on les appelle les enfants chimiquement battus. L'alerte est venue des enfants et de la maltraitance des enfants. Ça a été confirmé par la professeure Chantal Bismuth en 97.
Un état des lieux a été demandé dans les années 90 et notamment en 97 par l'Agence du médicament, à l'époque elle s'appelait l'AFSAPS, pour rendre compte de l'usage criminel en France. Et donc, on a évidemment identifié le médicament comme un agent de soumission chimique. Au départ, on parlait même de soumission médicamenteuse. Et c'est justement pour ça que c'est l'Agence du médicament qui s'est penchée sur cette question dès le départ pour réduire au maximum le risque de détournement du médicament. Pour que vous compreniez pourquoi c'est à partir des années 2000 qu'on a pu mettre en place une enquête de vigilance, c'est parce qu'avant, on n'avait pas les techniques qui pouvaient les confirmer de pointe, la spectrométrie de masse et notamment la chromatographie liquide. Il a fallu attendre justement leur avènement et leur diffusion sur l'ensemble du territoire auprès des experts analystes toxicologues et strictement auprès des experts pour permettre la révélation de ces substances. Et donc, c'est pour ça que la France est plutôt précurseur en matière de vigilance, puisque dès qu'il a été possible techniquement d'identifier les agents de soumission chimique en matière criminelle, tout de suite, une enquête de vigilance a été mise en place par l'agence. Mais bien sûr, il y a un tournant. Le tournant, c'est en automne 2021, avec la libération de la parole dans la sphère festive d'abord. C'est une ramification du MeToo. Donc, vous connaissez tous le balance ton porc. Là, il s'agissait du balance ton bar, qui mettait justement en urgence la question des agressions facilitées par les substances dans la sphère festive. Donc, ça a démarré en Belgique et ça s'est propagé comme une onde de choc sur plusieurs territoires européens avant de se muter en une forme beaucoup plus internationale, le fameux MeToo GHB, qui a défrayé la chronique et se sont mélangés très rapidement à ces signaux d'agression facilitée par les substances, l'avènement et l'alerte sur les piqûres malveillantes. Aujourd'hui, nous savons que les piqûres malveillantes ne sont pas des affaires de soumission chimique, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait un risque d'administration de substances nuisibles et ils ont suivi exactement le même circuit. Et donc, en très très peu de temps, quelques jours à quelques semaines, la soumission chimique est devenue le symbole ultime des violences faites aux femmes avec une accumulation des témoignages, notamment sur les réseaux sociaux et un coup de projecteur médiatique. Cet emballement, il s'est retranscrit avec une augmentation des dépôts de plaintes, donc que vous voyez à gauche. Donc déjà depuis le MeToo, il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc en 2017. Et puis bien sûr ce fameux tournant en 2021 et 2022 avec la libération de la parole sur les agressions facilitées par les substances. Et à droite, vous voyez également les signalements de santé publique. Ça, c'est ce que nous, Centre d'Addictovigilance de Paris, nous avons référencé en tant que coordonnateur national de l'enquête soumission chimique. Et vous voyez qu'il y a une augmentation exponentielle des signalements dans lesquels se sont mêlées bien sûr les piqûres. Cette vague ne va jamais désemplir, au contraire, elle va pouvoir rentrer en résonance avec d'autres sphères. On est passé de la sphère festive, avec le balance ton bar, à la sphère privée, notamment avec le livre de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, principale victime des viols de Mazan, qui va raconter justement son récit, avec son mouvement également qu'elle va lancer et qu'on va soutenir dès le départ, le mouvement Mandorpa, qui aujourd'hui est devenu une association. Et puis bien sûr, jusqu'aux plus hautes sphères, et notamment les sphères professionnelles, jusqu'au sommet de l'État, avec le sénateur Joël Guerriau, qui a mis en cause dans une administration de substances nuisibles à l'encontre de la députée Sandrine Josso. On a pu voir circuler le hashtag Sénatopor. L'objectif de cette présentation, c'est de décrypter le vrai du faux sur l'usage criminel des drogues. Donc pour ça, très rapidement, je vais vous dire ce qu'est l'enquête nationale soumission chimique. En tant que professionnel de santé, vous devez connaître cette ressource. Aussi pour mieux comprendre d'où je tire les résultats et comment est la méthodologie de cette enquête. Après, bien sûr, on déconstruira les idées reçues de façon plus claire. Je vais vous dire quelles sont les spécificités de la soumission chimique dans les violences intrafamiliales, comme on a pu le voir dans le procès des viols de Mazan. Et puis en filigrane tout au long, parce que en 45 minutes, on n'aurait pas le temps de fabriquer des experts, mais au moins de vous sensibiliser, c'est de vous donner quelques réflexes à adopter, quelques points de vigilance d'importance. Donc, comme je vous le disais, le Centre d'Addictovigilance de Paris est responsable de l'enquête soumission chimique depuis 2003. Cette enquête, le maître d'œuvre, c'est l'Agence du médicament. Elle a été mise en place suite à ce fameux état des lieux en 97. C'est l'unique enquête annuelle prospective et permanente sur l'usage criminel des substances en France, sachant que, comme je vous l'ai dit, on est assez précurseur parce qu'il n'existe pas partout ailleurs dans les autres pays une enquête institutionnalisée. Bien sûr qu'il y a de la recherche, il y a de formidables travaux, mais je parle vraiment d'une enquête institutionnalisée depuis plus de 20 ans. On travaille avec les experts toxicologues analystes, donc on travaille avec les services de médecine légale, on travaille avec les services de police-gendarmerie, notamment l'Institut national de police scientifique, l'Institut de recherche en criminalistique de la gendarmerie nationale, et bien sûr avec les centres antipoison qui concourent à la prise en charge des victimes par la réponse téléphonique d'urgence. Donc,
L'objectif de cette étude, on n'a absolument pas la capacité de recenser l'ensemble des victimes, hein. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais globalement, on repose essentiellement sur des données de plainte pour lesquelles il y a eu des expertises sur le plan toxicologique, et donc vous voyez bien que par effet d'entonnoir, on va voir que le sommet de l'iceberg. Mais le sommet de l'iceberg, il est extrêmement intéressant, déjà parce que les victimes sont déjà nombreuses en regardant que le sommet de l'iceberg, mais il est surtout extrêmement intéressant parce que nous, le nerf de la guerre pour nous, c'est de connaître les modes opératoires. Nous, on veut savoir comment procèdent les criminels. Et donc, cette enquête, c'est pour ça qu'on travaille avec des experts toxicologues. C'est pour identifier les substances. Quelles sont ces substances qui sont impliquées? Dans quel type d'agression elles sont impliquées? Dans quel contexte, plutôt privé, festif, etc. Quel est le mode opératoire des auteurs présumés? Donc, est-ce qu'ils ont mis ça dans l'alcool, etc. Et puis, quelles sont les conséquences cliniques qu'on a pu objectiver sur les victimes suite à la prise de ces produits? Sont intégrés dans cette enquête la soumission chimique et la vulnérabilité chimique. C'est ces deux termes qu'on regroupe sous l'appellation plus générique d'agression facilitée par les substances. Donc, je vous fais tout de suite la distinction entre les deux. L'agression facilitée par les substances, c'est un mode opératoire qui se décline selon deux sous-groupes de modes opératoires. Donc, la soumission chimique, on vous drogue à votre insu ou sous la menace, donc vous n'êtes pas d'accord pour consommer la substance, et ensuite on vous agresse. La vulnérabilité chimique, la consommation des substances est volontaire. On a consommé de l'alcool, on a consommé un rail de cocaïne, on a consommé un comprimé d'ecstasy, on a fumé du cannabis, on a pris ses médicaments, on a mélangé ses médicaments avec l'alcool lors d'une soirée, et puis ça nous a mis dans un état de vulnérabilité qui va faciliter le passage à l'acte d'un agresseur. Et donc, dans ce cas-là, voilà comment nous, on procède concrètement. Pourquoi est-ce que ces deux données se retrouvent dans notre enquête? Nous, on va nous signaler des cas suspects. Ces cas suspects, on va nous les signaler grâce à la fiche de recueil que vous voyez à droite de l'Agence du médicament, qui est disponible sur le site internet de l'agence. Et donc, on va pouvoir nous donner à la fois des données cliniques et toxicologiques. Dans les données cliniques, ça va être qu'est-ce que la personne consomme volontairement? Est-ce qu'elle est sous traitement? Est-ce qu'elle consomme des drogues de façon volontaire et lesquelles? Et est-ce que, suite à l'agression qu'elle a subie, elle a pu prendre un médicament ou une drogue ou malheureusement intenter à séjour en consommant un cocktail de médicaments, puisqu'après, il faudra faire la différence entre ce que la personne a pris pour se soigner ou pour aller mieux ou intenter à séjour avec ce qu'on a pu lui administrer à son insu. Et donc, on raconte le récit, on précise les symptômes qui ont été observés, et puis sur le volet toxicologique, on pourra recueillir ce que la justice a analysé. Est-ce qu'il y a eu des analyses de sang, d'urine, de cheveux, d'ongles, de poils, de chymes, etc. Ça peut être autant de matrices possibles. Et donc, si on retrouve dans les délais impartis une substance suspecte, c'est-à-dire que la personne dit ne pas consommer ou qu'on ne retrouve pas en antériorité dans ses consommations, on est davantage dans un risque de soumission chimique. On se dit là, c'est plutôt à charge pour une soumission chimique vraisemblable. Si on retrouve uniquement les consommations volontaires, on est face à une vulnérabilité chimique. Et s'il y a des données manquantes, on est dans un deuxième niveau d'imputabilité, c'est la soumission chimique possible, c'est-à-dire, par exemple, comme cette enquête à la limite de la justice elle-même, si par exemple le magistrat avait préconisé uniquement la recherche de GHB, eh ben, on pourra dire effectivement cette victime n'a pas été droguée au GHB, mais on ne pourra pas répondre sur les autres substances. Ou alors, les délais sont trop longs, les résultats sont négatifs, mais on ne peut pas exclure que cette personne ait pu être droguée, les substances ont été peut-être éliminées. Donc, il y a des prérequis nécessaires pour mettre en place une enquête de cette envergure. Donc, c'est bien sûr un réseau national donc d'addictovigilance qui permet de garantir une couverture nationale pour le recueil et assurer la qualité du recueil. Un réseau d'experts, donc notamment on travaille beaucoup, on a une convention avec la CNBAE, c'est la Compagnie nationale des biologistes et analystes experts, qui permet justement d'avoir des résultats toxicologiques fiables, parce que je vous expliquerai justement pendant ces échanges de faire très attention à tous ceux qui ne sont pas experts et qui prétendent pouvoir être experts pour accompagner les victimes. On a beaucoup de charlatanisme malheureusement sur ces questions-là. Bien sûr, il faut un accord de la chancellerie et des déclarations CNIL, puisqu'on manipule des données extrêmement sensibles, protégées à la fois par le secret d'enquête, le secret d'instruction et le secret médical. Et bien sûr, mon rapport d'expertise est relu par un médecin légiste, le docteur Elisabeth Alcaraz, qui justement assure cette pluridisciplinarité. Mais bien sûr, tout ça s'ancre dans un processus qualité interne et nous avons régulièrement des audits par l'Agence du médicament, la dernière en date étant le 13 juin 2023. L'objectif de cette enquête, c'est de permettre la remontée des signalements et leur rediffusion. Donc, ce n'est pas juste pour observer l'évolution des tendances, c'est pour prendre des mesures et des mesures réglementaires. C'est pour ça qu'on travaille avec l'Agence du médicament.
Donc, par exemple, si un médicament est identifié comme étant particulièrement détourné, on peut proposer, alors nous on propose, l'agence dispose, on va proposer des changements réglementaires dans les conditions de prescription et de délivrance. Par exemple, le Rivotril, un antiépileptique, donc a été justement identifié comme un agent de soumission chimique, largement utilisé. Donc pour ça, entre autres, il a été détourné à des fins récréatives également, et pour toutes ces raisons, on a mis en place une batterie réglementaire. Le Rivotril, très rapidement, a été mis sur ordonnance sécurisée. Donc en fait, il est passé de liste 1 des substances vénéneuses à assimiler stupéfiants pour obéir à une partie de la réglementation des stupéfiants qui est beaucoup plus stricte. Donc il a été mis sur ordonnance sécurisée pour éviter au maximum les falsifications d'ordonnance. On a réduit la taille des conditionnements. On a réduit la durée de délivrance. Il faut revenir voir son médecin tous les 28 jours. Sinon, ça évite en fait de faire du stockage ou de faire une ordonnance de 6 mois, renouvelable une fois. On se revoit dans un an et la personne a le temps de stocker. Il y a bien sûr les primo-prescripteurs qui ont été restreints aux neurologues et aux pédiatres pour que seule l'autorisation de mise sur le marché soit respectée en matière d'indication pour l'épilepsie et pas, comme on pouvait le voir, des prescriptions hors AMM pour à peu près tout, l'anxiété, l'insomnie, les douleurs, etc. Et puis, on a pu aller jusqu'à un changement de la formulation galénique, donc rajouter un colorant notamment. Donc, vous avez des gouttes bleues qui ont été rajoutées dans le Rivotril, puisque dans la majorité des cas, les agresseurs recherchent des substances incolores, inodores, insipides, solubles dans l'eau, amnésiantes, etc. Donc, on essaye de déjouer tout ce qui, de près ou de loin, pourrait intéresser les agresseurs. Bien sûr, il s'agit strictement de mesures de réduction des risques. Vous imaginez bien que ce n'est pas un colorant qui va empêcher une intention criminelle, mais en tout cas, à partir du moment où on identifie des propriétés qui intéressent les agresseurs, on va essayer de les invalider au maximum. Actuellement, il y a une communication de l'Agence du médicament que vous avez dû voir circuler qui est issue de notre rapport d'expertise et justement, on préconisait des mesures systématiques maintenant plutôt que des mesures au cas par cas avec, pour les classes de médicaments historiquement retrouvées dans l'enquête, adopter systématiquement des mesures de protection et de réduction des risques en matière galénique. Donc, aussi bien pour les médicaments qui sont actuellement sur le marché que pour les médicaments qui sont en cours de développement et pour lesquels on aurait pu identifier au préalable des propriétés qui peuvent intéresser les agresseurs. Une fois qu'on a fait ce travail de remontée d'informations, on diffuse bien sûr l'information à différents professionnels puisque nous avons des missions d'animation territoriale. Et donc, la publication qui vous est accessible en tant que professionnel, elle est sur le site de l'Agence du médicament, également sur le site du CRAFS, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est une plaquette double page qui est retrouvée, qui est diffusée au grand public et à laquelle vous pouvez accéder avec les principaux résultats de l'enquête. Mais bien sûr, je vous rassure, le rapport d'expertise ce n'est pas une double page. C'est un dossier de 100 pages, mais qui est protégé, comme je vous l'ai dit, par le secret. Donc, le rapport, lui, il est retourné dans les différents centres régionaux pour mieux connaître la problématique. Il est présenté aux instances sanitaires et ministérielles. On fait des restitutions tous les ans aux experts analystes, justement pour qu'on enrichisse nos connaissances mutuelles. Donc, on leur refait un retour d'informations sur les cas qu'ils nous ont transmis à l'échelle nationale. Et puis, bien sûr, on participe à ce qu'on appelait avant la commission des stupéfiants et qui aujourd'hui s'appelle le comité scientifique permanent de l'Agence du médicament, psychotropes, stupéfiants et addictions pour prendre ces fameuses mesures réglementaires et voter le cas échéant sur des mesures qu'on propose. Et notre base de données, donc avec plus de 8000 dossiers qui concernent des agressions facilitées par les substances, peut être régulièrement interrogée, soit pour des missions consultatives auprès des ministères, soit pour des raisons de recherche, pour des activités de recherche scientifique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une sorte de canal, une colonne vertébrale de la remontée réglementaire de l'information aux instances. Nous, quand on a une soumission chimique qui nous est rapportée et qui est avérée par l'analyse toxicologique, on va la saisir dans la base de données nationale d'addictovigilance et cette base va implémenter elle-même, donc de la nation, la base européenne qui s'appelle EUDRA Vigilance, qui elle-même implémente la base internationale Vigilis, donc à l'OMS. Donc, c'est pour ça que c'est très important de déclarer. Je vous le dis à vous en tant que pharmacien, on parle beaucoup de pharmacovigilance, on parle encore trop peu de la dictovigilance. Pensez à nous, faites remonter les informations. C'est comme ça aussi qu'on est vigilants ensemble. Et donc, forcément, depuis 20 ans que nous avons cette expertise, les victimes, elles nous remontent les cas, elles nous expliquent ce qui leur est arrivé, mais une victime n'est pas là uniquement pour vous donner de l'information. Une victime, elle est là aussi pour en recevoir. Et c'est pareil pour les professionnels de santé. Donc, heureusement, bien malgré nous, mais bien heureusement, donc nous avons dû nous spécialiser dans l'accompagnement des victimes, en tout cas dans l'information pharmacologique qui leur est apportée et l'orientation auprès des acteurs qui peuvent les prendre en charge
nous avons mis en place un système de formation continue on est vraiment hyper spécialisé. Alors, on revient sur la prise de parole collective, maintenant que vous savez d'où viennent ces informations et à quel titre j'interviens aujourd'hui. Donc, sur la prise de conscience collective, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une médiatisation soudaine d'une problématique méconnue. Alors, il y a des choses extrêmement positives, c'est ce soutien et cet accompagnement à la libération de la parole, cette augmentation de la remontée des signaux qui est extrêmement favorable, puisqu'on lève le voile sur un tabou, finalement, un intérêt croissant des autorités politiques et sanitaires qui aujourd'hui regardent cette problématique et essayent de renforcer les moyens pour y répondre, notamment avec la mission gouvernementale actuellement. Il y a une implication des établissements de nuit, notamment lors du Balance ton bar, pour essayer de mettre en place des mesures de réduction des risques. On n'a jamais autant entendu parler de Safe Zone. Act Right, l'association, c'est une association qui a mis en place également un label. On fait partie de leur comité d'éthique pour labelliser tous les établissements qui mettent en place des dispositifs de réduction des risques en matière de violences sexistes et sexuelles et notamment de soumission chimique. Et bien sûr, ça a participé à la prise de conscience collective sur cette problématique. La difficulté, c'est que ça véhicule beaucoup d'idées reçues, puisque c'est un sujet exposé mais extrêmement méconnu, qu'on a eu un développement d'outils de réduction des risques en tout genre, avec beaucoup de marchands de malheur qui justement charrient eux-mêmes toutes les idées reçues autour de ces agressions, et puis bien sûr un effet anxiogène extrêmement important, avec un climat de suspicion permanente, l'envie parfois de se faire justice soi-même, et donc il a fallu justement mesurer un petit peu tout ça. Donc, on va tout de suite s'attaquer au décryptage des idées reçues parce que vous verrez que c'est un chantier qui est censé se faire sur la sensibilisation sur cette question. Moi, ce que je vous propose, c'est que justement, pendant cette présentation, là, vous voyez figurer les idées communément admises. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'à partir de chaque idée communément admise, je vais vous dire ce qui ressort plutôt de l'enquête nationale, qui peut avoir toutes les limites que je vous ai présentées tout à l'heure, essentiellement des données de plainte, etc., mais qui a le mérite de pouvoir vous renseigner effectivement sur les modes opératoires des agresseurs. Donc, la première idée reçue, elle est sur le profil des victimes. Dans la représentation collective, on pense que c'est une femme d'abord et jeune femme de toute façon. Donc, il y a des préjugés sur le genre et des préjugés sur l'âge. C'est infiniment plus complexe que ça. Les femmes sont bien sûr représentées, surreprésentées. Je dis simplement que cette représentation, elle est partielle et partielle. Les femmes, elles constituent 80% des victimes de soumission chimique vraisemblables qu'on a pu voir en 2022. Mais bien sûr, les hommes sont victimes de soumission chimique et les personnes transgenres sont également victimes de soumission chimique, qu'il s'agisse d'hommes assimilés femmes à la naissance ou de femmes assimilées hommes à la naissance. Ces victimes, elles sont majoritairement dans les 20-29 ans, mais pas que. Pour vous donner une indication, en 2022, l'âge des victimes démarre à 9 mois et se termine à 90 ans. Et si on devait parler du record des viols, là je ne parle pas de soumission chimique, c'est 2 jours. Donc les victimes sont de tout âge, d'accord ? Et de tout genre, de toute orientation sexuelle bien évidemment, de toute classe socio-professionnelle et de tout niveau scolaire, éducatif. La deuxième information qui me paraît importante à faire passer, c'est sur le profil des agresseurs. Très souvent, les agresseurs, quand on se les représente, c'est un homme, bien sûr, et inconnu. Il faut vraiment avoir en mémoire qu'on a des représentations on s'effraie pour mieux se rassurer. Ce rôdeur, il existe. Donc, si on va aller plus loin, ce serait un homme inconnu, un rôdeur solitaire à la quête d'une proie facile, au détour d'une ruelle sombre, qui va rencontrer cette fameuse jeune femme avec une petite mini-jupe imprudente et un peu alcoolisée. Donc, on est très très loin de ces représentations. Oui, les hommes sont majoritairement retrouvés dans nos données en tant qu'agresseurs. Une écrasante majorité, 90%. En revanche, les femmes sont également des agresseurs potentiels. De toute façon, il est bien connu que nous avons une histoire avec le poison. Donc, les empoisonneuses, c'est bien connu dans les affaires criminelles. Et de façon plus générale, c'est simplement qu'on n'a pas forcément, on n'est pas représenté pour les mêmes faits criminels. Là, j'empiète un petit peu sur le type d'agression, mais vous allez comprendre. Les hommes sont très présents dans les violences sexuelles, extrêmement présents. Les femmes, on les retrouve particulièrement dans les maltraitances infantiles, ce qu'on appelle les enfants chimiquement battus. On les retrouve dans les infanticides et on les retrouve surtout dans les vols. Donc ça, c'est un point qui est important. Non, bien sûr, une écrasante majorité d'hommes, mais pas uniquement des hommes agresseurs. Le deuxième point, c'est qu'on pense souvent qu'il est inconnu. Alors non, l'agresseur de soumission chimique, il est souvent une personne connue.
il est une personne connue parce que c'est toujours la soumission chimique une question de confiance trahie. Contrairement aux idées reçues, les victimes de soumission chimique ne sont pas des personnes qui laissent leur verre sans surveillance, complètement écervelé, sans respect d'aucune règle de prudence élémentaire. Ça, c'est encore des idées reçues. La victime de soumission chimique, dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, pour ne pas dire dans la totalité des cas, laisse son verre sous la surveillance d'une personne de confiance, accepte son verre d'une personne de confiance ou laisse son verre sans surveillance dans un contexte qui a gagné sa confiance. Par exemple, si vous allez au restaurant, je pense que personne d'entre vous ne prend son verre pour aller aux toilettes parce que vous faites confiance au restaurant. Quand vous êtes au travail, je pense que vous laissez votre café sans surveillance de façon régulière, même si vous êtes entouré parfois de personnes inconnues, parce que vous faites confiance dans le lieu où vous êtes. Donc ça, c'est pour vous dire que dans la majorité des cas, c'est plutôt quelqu'un qu'on connaît. Et tout de suite, je veux déconstruire les idées reçues sur l'inconnu. L'inconnu aussi est banal. Quand on le représente, l'inconnu, on imagine cette silhouette à capuche. Ça serait écrit sur leur front, les inconnus, qu'il ne faudrait pas leur adresser la parole, ils sont effrayants et c'était évident qu'il fallait l'éviter. Attention à ces clichés. Aujourd'hui, nous sommes tous des inconnus les uns pour les autres. Les inconnus, on leur parle tous les jours. Les inconnus, on leur fait confiance. Ça s'arrête à 3 ans de dire à quelqu'un de ne plus parler aux inconnus. La réalité, c'est que la personne inconnue est une banalité écrasante également. La personne inconnue, c'est le chauffeur qui va vous raccompagner, c'est le serveur ou le patron du bar qui vous reçoit et qui vous sert, c'est l'hébergeur qui vous accueille, c'est le caviste qui vous propose de goûter son vin, etc., le marché, les prestations de services, les gens qui viennent chez nous pour voilà, etc., etc. C'est vraiment, l'inconnu est banal. C'est important que vous le compreniez. Donc, même l'inconnu, c'est une affaire de confiance trahie. Quand vous appelez un taxi pour rentrer chez vous, par exemple, ou un Uber ou peu importe, je veux stigmatiser aucun métier parce que vous avez compris que tous les agresseurs peuvent être partout, tout comme les victimes peuvent être n'importe qui. Mais effectivement, vous faites confiance à la personne. D'ailleurs, souvent, vous l'avez pris parce que vous voulez être en sécurité. Et donc, contrairement aux idées reçues, ils n'agissent pas forcément seuls non plus. Ils agissent parfois en réunion et parfois en bande organisée, puisque on peut le retrouver ça notamment dans les questions des traites des êtres humains. Donc là, on le voit très bien dans l'affaire des viols de Mazan, que ça a été une organisation collective pour procéder à ces viols répétés. Et puis, on peut voir ça également dans les situations de traite des êtres humains, où on contraint les personnes à se prostituer, par exemple. Donc là, ça empiète totalement sur les agressions sexuelles, mais vous l'avez compris, souvent, on se représente uniquement les agressions sexuelles. Oui, les violences sexuelles sont majoritairement représentées. C'est plus de 60% de nos données, 63% pour être plus précise, mais par contre, toutes les autres violences sont présentes, les vols, les enlèvements, les séquestrations, les infanticides, les homicides, la traite des êtres humains, puisque ce qui est important que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la soumission chimique est un mode opératoire criminel. Donc, c'est un mode opératoire seulement, quel que soit le crime ou le délit. On se représente bien sûr qu'il opère dans la sphère festive, dans la boîte de nuit, cet endroit du vice sombre, où on voit personne qui nous entoure et où le crime est facilité. Les violences sexuelles, évidemment, et notamment la soumission chimique peut s'exercer dans la sphère festive. Encore une fois, je ne veux pas laisser entendre le contraire. En revanche, et attention, ce qu'on retrouve souvent et beaucoup, ce sont bien sûr les violences au domicile et notamment les violences intrafamiliales. Le domicile, sachez-le, est là le lieu majoritairement retrouvé dans nos données de façon répétée. Donc là, je vous ai fait une extraction entre 2018 et 2021 de nos données. On avait 233 soumissions chimiques vraisemblables. Dans la majorité des cas, c'était au domicile que la personne a été droguée à son insu. Je vous parlais tout à l'heure de la confiance trahie. Donc, c'est bien chez soi. Pourtant, je pense qu'ici, on a tous la représentation selon laquelle chez soi, nous sommes en sécurité. Le danger, c'est l'extérieur. À mon avis, si on faisait un tour de table, tout le monde a déjà envoyé ce message qui dit « Tout va bien, je suis bien rentré ». Donc, c'est quelque chose qui est ancré chez nous. Je ne dis pas que le domicile n'est pas un lieu de sécurité. Je dis simplement que pour d'autres, il peut être exactement un lieu de vulnérabilité. Et donc, de rester vigilant à ne pas s'imaginer que la violence s'exerce uniquement dans la rue, dans l'espace public. Elle s'exerce aussi et beaucoup dans la sphère privée et au domicile. Et au-delà de la sphère privée et du domicile, elle s'exerce surtout dans les violences intrafamiliales. Donc, elles ont une spécificité, ces violences. On retrouve une surreprésentation des extrêmes de la vie qui sont particulièrement vulnérables, les enfants, les personnes âgées, pour tout fait criminel ou délictuel. Sachez que enfants et personnes âgées sont victimes de violences sexuelles. Il faut déconstruire l'idée selon laquelle une personne âgée ne serait pas désirable. Une personne âgée est parfaitement désirable et parfaitement vulnérable. Et vous l'avez très bien
vous pouvez aujourd'hui très bien vous le représenter avec les affaires des viols de Mazan. Dans un quart des cas, nous on retrouve la présence bien sûr de violences conjugales, donc aussi bien pour des faits de maltraitance chimique, je vous en parlerai tout à l'heure, que pour des faits de viols conjugaux, et je vous ai parlé tout à l'heure des viols incestueux également. Donc, la difficulté avec ces soumissions chimiques intrafamiliales, c'est qu'elles opèrent parfois tous les jours, à toute heure de la journée, et parfois sur du très long cours, puisque là, le loup est dans la bergerie. Il va utiliser toutes sortes de médicaments ou de drogues, des médicaments notamment sédatifs, qui sont très majoritairement retrouvés dans nos données, aussi bien en vente libre que sur prescription médicale. Et parfois, il y a plusieurs substances qui peuvent être administrées à la victime selon ce que l'agresseur a sous le coude. Ce qu'il a retrouvé dans l'armoire à pharmacie familiale, ce qu'il est mieux récupéré à la pharmacie d'officine ou ce qu'il a pu se procurer sur le net. Donc, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à avoir en considération, sachant que le vecteur n'est pas forcément l'alcool, on en parlera tout à l'heure, il peut y avoir d'autres vecteurs, voire plusieurs vecteurs pour soumettre chimiquement une victime. Le vecteur, c'est là où on va mélanger la substance pour piéger la victime. Donc, on va en parler tout de suite. Pour le vecteur, dans la majorité des cas, on se représente la boisson alcoolisée. Donc, la boisson alcoolisée est effectivement majoritairement retrouvée pour plein de raisons que vous imaginez. C'est un contexte de désinhibition, c'est plutôt normal de se servir. Tout le monde ne demande pas à ce qu'on lui serve son verre devant soi et encore moins dans le contexte privé. Et c'est normal qu'on chine, on trinque et puis parfois on prend un shot d'un coup, comme ça on n'a pas le temps de ne pas finir son verre. Donc, c'est bien sûr amer, etc. Ça peut masquer les parfums et les différents arômes. Donc ça, c'est bien entendu un vecteur qui est particulièrement retrouvé. Mais attention, l'alcool n'est pas uniquement le seul vecteur. On peut droguer une personne à son insu par plein de vecteurs différents. L'eau suffit, comme on peut en avoir dans plusieurs cas. Le café, le jus de pamplemousse. Donc quand je vous parlais de colorant tout à l'heure, attention, c'est pas un colorant qui va se voir dans un café et c'est pas un amérisant qu'on va sentir dans un jus de pamplemousse. C'est bien, encore une fois, des modes opératoires criminels pour piéger les victimes. Donc les boissons non alcoolisées sont représentées. La nourriture peut être représentée. La soumission chimique, elle est dans le verre et dans l'assiette. Donc, ça peut être une poudre couverte sur une gaufre. Ça peut être un gâteau d'anniversaire piégé, comme on a pu en voir. Ça peut être le repas qu'on a servi, etc., à la personne directement dans son assiette pendant que l'autre déguste le même plat, mais qui n'est pas souillé d'une substance. Au-delà de ces vecteurs, il faut faire extrêmement attention aujourd'hui à la e-cigarette, puisque vous savez qu'on peut mettre beaucoup de substances psychoactives à l'intérieur, que ce soit des cannabinoïdes de synthèse ou d'autres substances, sachant que les cannabinoïdes de synthèse, contrairement au cannabis, n'ont pas d'odeur. Donc, c'est important d'avoir ça en mémoire. Pendant le Covid, on a arrêté de faire tourner les e-cigarettes, mais ça revient. Donc, attention à ça. On a pu voir même devant les établissements et les lycées des personnes proposer de tester un nouveau goût à des jeunes. Et en fait, là, c'était pas pour les soumettre chimiquement, c'était pour les inciter à consommer des drogues, mais en effet, c'était pas un nouveau goût, c'est pas le nouveau goût tropical, c'est bien un dealer qui vient vous proposer des cannabinoïdes. D'accord? Donc, c'était bien une prise à l'insu. Et au-delà de ces vecteurs, il faut bien avoir en mémoire que les victimes n'ont pas besoin de vecteurs pour être droguées à leur insu, ou alors sous la menace. Il y a 3 configurations où on peut vous droguer sans vecteur, sans rien, c'est-à-dire que la personne prend directement le produit. Le premier, c'est sous la menace. Vous ne consentez pas à une consommation si vous êtes menacé de le faire. Le flingue sur la tempe en disant à la victime « sniff », elle sniffe, d'accord? Donc, soit elle va prendre directement la substance parce qu'elle est menacée. C'est souvent le cas dans les contextes d'enlèvement et de séquestration. Soit elle va prendre la substance directement parce qu'elle ne peut pas dire non. Là, on parle des enfants. Les enfants, par exemple, en dessous de 15 ans, on considère que vous avez autorité sur eux quand vous êtes un adulte. Donc, si un enfant, vous lui dites « prends ce médicament », il va le prendre parce que j'ai autorité sur lui. Donc, en dessous de 15 ans, c'est un peu comme le consentement par rapport aux violences sexuelles. On ne peut pas consentir à la consommation, on obéit. Et puis, le troisième cas de figure, c'est la ruse, le piège, ce qu'on appelle, nous, le leurre. Le plus connu, c'est « Chérie, j'ai mal à la tête, je ne veux pas de relation sexuelle ce soir. » Eh bien, si tu as mal à la tête, prends un Doliprane. Ça n'est pas un Doliprane, mais la personne a pris directement le comprimé que lui a tendu l'agresseur. Ces substances, vous les avez compris, elles sont multiples. On parle du GHB, uniquement du GHB. Attention, c'est certainement pas le cas. Le GHB est utilisé en matière criminelle. Je ne veux pas laisser entendre le contraire. Et notamment le GBL, qui est son précurseur. Donc, c'est un solvant industriel qui se transforme en GHB dans le corps. Donc là, quand je parle du GHB, je ne parle pas du médicament, je parle bien du solvant industriel qui est en circulation.
Mais comme vous le savez, et c'est en ça que c'est important de vous sensibiliser à cette question, c'est majoritairement des médicaments qui sont retrouvés. Les médicaments sédatifs, des benzodiazépines, des antihistaminiques, des neuroleptiques, des opioïdes, enfin tous les médicaments qui peuvent de près ou de loin sédater, utilisés soit pour leur effet propre, s'il s'agit d'un somnifère par exemple, soit pour leur effet secondaire comme les antihistaminiques. Mais vous le voyez, les drogues sont au coude à coude avec les médicaments et on ne fait pas qu'endormir les victimes. Les drogues stimulantes sont particulièrement représentées. La MDMA qui rentre dans la composition des comprimés d'ecstasy, ça fait 2 ans qu'elle est en chef de file de toutes les substances de soumission chimique. Là, l'objectif avec les stimulants va être d'euphoriser, désinhiber, altérer le comportement et de la même façon faciliter le passage à l'acte. On retrouve des drogues dissociatives comme le cannabis, donc les fameux gâteaux d'anniversaire piégés ou les cookies ou les confiseries. Et on va retrouver également la kétamine, par exemple. Là, on serait plus vers des hallucinations, une anesthésie, et des hallucinations qui, justement, vont faire perdre la notion de la réalité, du temps, créer des distorsions audiovisuelles et empêcher la victime de se défendre. Vous l'avez compris, qu'on vous endorme, qu'on vous stimule ou qu'on vous dissocie, l'objectif est le même. Annuler vos capacités de défense, faciliter le passage à l'acte. C'est important de le redire et de le redire 1000 fois, surtout que maintenant, on adore utiliser les vidéos de surveillance et en tout genre. Attention, c'est pas une vidéo de surveillance qui dit ce qui coule dans vos veines et encore moins si vous l'avez consommé volontairement ou pas. Donc, c'est un faisceau d'indices. Je parle aussi bien des vidéos de surveillance que des vidéos privées, puisque aujourd'hui, il y a aussi tout un sujet autour de la cyberviolence. Maintenant, quand on parle de violence sexuelle, c'est lié systématiquement quasiment. Et les agresseurs font des vidéos, justement, pour, au contraire, selon eux, montrer que la personne a été consentante, puisqu'elle est peut-être entreprenante, désinhibée, puisqu'elle ne dit pas non, qu'elle ne se débat pas. Parfois, ils prennent les vidéos pour faire du chantage et empêcher la victime de parler. Et parfois, diffusent les vidéos tout de suite pour discréditer la victime, la casser moralement et l'empêcher de prendre la parole, l'inhiber dans sa démarche de demande d'aide. Je ne parle même pas de dépôt de plainte. Donc, on en a parlé sur les drogues. Donc, c'est important aussi de savoir que ces substances s'éliminent extrêmement rapidement, quelques heures à quelques jours. Dépasser 5 jours, en général, plus personne ne vous prélève l'urine. Dépasser 3 jours, ce n'est plus très utile de prélever le sang. Donc, c'est aussi important de penser aux vecteurs. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on conseille les victimes, puisque là, pour le coup, ça restera plus longtemps dans le verre ou ailleurs. Donc, les matrices, vous l'avez compris. Donc, ces matrices, elles peuvent être, pour identifier les substances, il y a le sang et l'urine. Mais quand le sang et l'urine ne sont plus pertinents, on peut prélever les cheveux. Et donc, le cheveu, il pousse d'1 centimètre par mois. Donc, c'est votre dossier pharmaceutique, les cheveux que vous avez sur la tête. Donc, le facteur limitant principal, c'est la longueur des cheveux. Donc, si vous avez 12 cm de cheveux, vous avez à peu près 1 an d'historique. Sauf que pour recueillir le cheveu, il faut attendre la pousse du segment d'effet. Quand vous consommez une substance, elle diffuse dans le sang, elle irrigue le bulbe du cheveu. Et là, le cheveu va pousser d'1 centimètre au bout d'1 mois. Donc, on attend la pousse du segment d'effet puisque c'est là que sera capturée la substance que vous auriez consommée au moment d'effet. Donc, on prélève à distance et on fait ça convenablement. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est nécessaire de le faire et de rester avec du personnel et des professionnels formés pour la prise en charge des victimes. Donc, ça reste quand même un enjeu majeur de pouvoir bénéficier de prélèvements capillaires, sachant que le prélèvement capillaire, contrairement aux idées reçues, n'est certainement pas indolore. Ça ne veut pas dire que ça fait mal, parce qu'on fait pas mal, on n'arrache pas, on n'est pas des bêtes. En revanche, c'est une épreuve, c'est difficile pour les victimes, il faut leur expliquer ce qu'il en est. On leur donne beaucoup d'injonctions sur leur physique, on leur dit de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se teindre les cheveux, etc. Ça paraît anecdotique, mais quand vous venez de subir un viol, que vous soyez un homme ou une femme, c'est extrêmement éprouvant d'avoir des injonctions sur son physique. Parfois, on a 60 ans, on a la bouse des cheveux blancs. Moi, j'assume les miens, mais il y a des femmes qui me détestent leurs cheveux blancs et qui souffrent de ne pas pouvoir se teindre les cheveux. Il y a des personnes qui sont juste des fausses blondes, qui ont la pousse des cheveux bruns qu'ils ne supportent pas. Il y a des hommes qui n'ont jamais été des hommes aux cheveux longs et que à qui tout l'entourage dit qu'il faut vraiment se couper les cheveux parce qu'ils commencent à ressembler à rien. Et lui, cette image, tous les jours, il la voit et lui, ça le rappelle qu'il a été violé, sachant qu'il en parle rarement à son entourage. Donc, ce n'est pas rien, le cheveu, ça demande vraiment un accompagnement, un soutien et justement une considération de ce que sont toutes ces recommandations qu'on donne. Et puis, le dernier point, c'est la question de la vulnérabilité chimique dont on parle très peu. Tout est soumission chimique, rien n'est vulnérabilité chimique, alors que la vulnérabilité chimique est particulièrement présente, qu'elle est tout aussi grave. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'encore aujourd'hui, on a l'impression que c'est un non-sujet. C'est-à-dire que si vous faites un micro-trottoir dans la rue et que vous dites aux gens « Est-ce que ça vous paraît normal de droguer une personne à son insu ?»
avant de l'agresser, je suppose, ou en tout cas j'espère, que la majorité des gens vont vous dire que c'est vraiment dégueulasse. En revanche, je ne suis pas du tout certaine que vous ferez l'unanimité si vous parlez de la femme ivre ou de l'homme défoncé qu'on détrousserait ou qu'on violerait. Je pense que là, il y a une espèce de responsabilité, de culpabilité qu'on mettra systématiquement sur les victimes en considérant qu'elles ont pris un risque et que le résultat de cette prise de risque, c'est la sentence, et la sentence, c'est l'agression. Donc attention, ce n'est pas du tout le cas. La vulnérabilité chimique, c'est un autre mode opératoire criminel. Il faut laisser l'agression au centre, laisser la responsabilité à ceux qui enfreignent la loi. Et là, il s'agit de l'agresseur. Je le répète, la vulnérabilité chimique, elle n'est pas forcément d'opportunité. On a tendance à penser que la soumission chimique, elle est forcément préméditée, puisqu'on a drogué quelqu'un à son insu avec un stratagème. Donc ça, c'est sûr. En revanche, on a tendance à dire que la vulnérabilité, elle est d'opportunité. Quelqu'un est ivre, on le croise à un coin de la rue, et puis on se dit, je vais profiter du fait que cette personne n'est pas en capacité de m'émettre une résistance. C'est plus compliqué que ça. Nous, on distingue deux types de vulnérabilité. La vulnérabilité d'opportunité qui existe et la vulnérabilité proactive ou de prédation. Le plus connu, c'est les jeux d'alcool. D'accord ? Pour vous citer qu'un exemple, je ne veux pas trop rentrer dans les exemples parce que nous, on a l'habitude, mais ça peut être brutal pour ceux qui entendent les formations. Donc, n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas obligé de suivre jusqu'au bout la formation. Voilà, mais par exemple, quand vous avez une jeune fille mineure qui joue à des jeux d'alcool et qui se prête au jeu et qui trouve ça amusant puisque tout le monde lui dit « Allez, c'est rigolo, on va enchaîner les shots de vodka », elle, là, elle se prête au jeu, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça va finir en tournante et qu'elle sera diffusée sur les réseaux sociaux. Ça, elle ne l'a pas prévu. Les agresseurs l'ont anticipé, en revanche. C'est ce pourquoi ils l'ont fait boire. Donc, la question importante qu'il faut absolument se poser, c'est, je vous ai dit tout à l'heure qu'on me déclarait des cas suspects. Et dans la majorité des cas, moi, je retrouvais surtout de la vulnérabilité chimique. En général, les soumissions chimiques représentent à peu près 10% de nos données, même si elles sont encore une fois pas parfaites. Alors, la question qu'il faut absolument résoudre ensemble tout de suite, c'est est-ce que ces victimes étaient des menteuses, des affabulatrices? Est-ce qu'il s'agissait de dénonciations calomnieuses? Bien sûr, je ne serai pas là pour vous dire ça, absolument pas. Là, je vous ai mis un petit jeu, mais vous allez comprendre assez rapidement, les symptômes qui sont observés chez les victimes de soumission chimique versus les symptômes observés chez les victimes de vulnérabilité chimique. Vous voyez que ce sont exactement les mêmes symptômes et que vous ne seriez pas capable de me dire lequel des deux graphiques correspond à quelle ou quelle catégorie d'agression facilitée par les substances. Je vous donne la réponse, mais ça aurait pu être l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques de la soumission chimique. Il n'y a que des tableaux évocateurs. Des troubles, une amnésie, des troubles de la vigilance, des troubles du comportement en présence de faits criminels ou délictuels possibles. Je me réveille nue dans la rue sans souvenir. Tout m'indique que j'ai été agressée sexuellement, je suis nue. Tout m'indique qu'il y a eu un trouble du comportement, je n'ai pas l'habitude d'être nue dans la rue. Et puis j'ai des symptômes anormaux, j'ai une amnésie totale de ce qui s'est passé. Donc là, je suspecte une soumission chimique et j'ai raison de suspecter une soumission chimique. En revanche, il n'y a que l'analyse toxicologique qui permettra de dire si on m'a drogué à mon insu ou si les symptômes que j'ai décrits sont le reflet de mes consommations d'alcool. Ce qui n'annule rien à l'agression et au facteur aggravant que représente un viol. Un viol est un viol même quand on est sobre. Hein. Donc, c'est important de bien repositionner ça. Il n'y a pas de permis de violer, ça n'existe que dans la tête des agresseurs. Et pourtant, on parle beaucoup de soumission chimique et la vulnérabilité chimique est entièrement sous silence. Peut-être parce qu'on continue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à considérer qu'il s'agit de victimes coupables. J'espère que vous sortirez d'ici en sachant que ces victimes coupables sont en fait beaucoup de victimes que vous voyez quotidiennement. Vous voyez des femmes à qui vous donnez des somnifères et dont les conjoints profitent du moment où elles prennent leurs somnifères pour les violenter sexuellement. Vous avez des personnes qui vont mélanger le médicament à leur boisson alcoolisée parce qu'ils vont faire la fête le jour du Nouvel An ou ailleurs ou tous les samedis parce qu'ils sont sous antidépresseurs, ils sont sous anxiolytiques. Ce sont aussi les jeunes puisque vous savez qu'ils ont été très impactés par le Covid et sur le plan de la santé mentale. Et donc, il faut faire attention. La victime de vulnérabilité chimique, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Et la victime de soumission chimique aussi. Mais ne négligez pas la victime de vulnérabilité chimique. Ce sont les personnes à qui qu'on voit tous les jours. Et si on n'en parle pas et que ça pose problème, c'est parce que justement, ça ne permet pas de déculpabiliser les victimes et de garder l'agression au centre. Vous voyez, quand on dit drogue du viol, je ne sais pas vous, mais moi, je retiens drogue, je ne retiens pas viol. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mode opératoire criminel. C'est le viol qu'il faut retenir quand il s'agit de viol ou le reste des agressions, bien évidemment.
Heureusement que maintenant on s'attelle à cette question. Là, je vous montre juste une affiche du collectif féministe contre le viol qui sont superbes et qui ont fait cette affiche pour mettre l'accent justement sur la vulnérabilité chimique en écrivant que saouler quelqu'un n'est pas une technique de drague, mais bien une technique de viol. Et que le viol, lui, est puni par la loi. Là, je vous mets juste un petit commentaire. Je passe rapidement dessus parce que je vois que l'heure tourne. Mais c'est des prises de parole naïves comme ça qu'on a pu voir dans la presse où on a pu lire, par exemple, un organisateur d'événements qui disait, sans doute avec le meilleur sentiment du monde, mais avec un défaut de connaissance, il faudrait que la police vienne nous former pour mieux détecter les comportements qu'on assimile malheureusement à une suralcoolisation, alors qu'il y a des différences. Non, vous ne pouvez pas savoir à l'œil nu qui est une victime de soumission chimique et qui est une victime de vulnérabilité chimique. On porte assistance à toute personne en danger, qu'elle ait consommé volontairement ou non de cette substance. On rappelle que ce sont des facteurs aggravants au regard de la loi. C'est pas Leïla qui le dit, c'est la loi qui le dit. Quand on drogue quelqu'un à son insu, si on parle de viol, c'est un viol aggravé par l'administration de substances nuisibles. Quand on profite de l'état de vulnérabilité d'une personne, ça s'appelle l'abus de vulnérabilité. La déficience psychique et physique en fait partie, donc la vulnérabilité chimique en fait partie. C'est un facteur aggravant pour l'agresseur. Et si l'agresseur, lui, a consommé de l'alcool ou des drogues, c'est encore un facteur aggravant pour lui. Donc l'excuse de « désolé, j'étais bourré », ça ne fonctionne que dans le couple, ça. Ça n'existe pas dans la loi. L'exemple le plus précis que vous pouvez avoir, c'est typiquement la conduite automobile. Si vous renversez quelqu'un en état d'ivresse, vous ne pouvez pas dire « désolé, j'étais bourré ». C'est encore plus grave. Voyez ? Donc les facteurs de vulnérabilité, vous les suspectez. Donc là, j'avance rapidement dessus, mais forcément, s'il y a en plus une problématique addictive, il y a un vrai sujet entre femmes et alcool, alcoolodépendance et viol, et parfois viol répété avec une hyper-vulnérabilité de ces femmes. Il faut bien sûr considérer les autres facteurs de vulnérabilité, les antécédents de violences sexuelles, la précarité, les contextes de fugue des mineurs, les troubles psychiques, les handicaps divers, les retards mentaux et bien sûr le milieu carcéral, les extrêmes de la vie qui sont extrêmement vulnérables, notamment dans la sphère privée. Et justement, s'il faut déconstruire ces idées reçues, c'est bien sûr parce qu'elles sont délétères à la prise en charge des victimes. C'est pas pour le plaisir d'étaler une pseudo-science, c'est vraiment de permettre à ce qu'on comprenne qu'on ne peut pas prendre en charge convenablement une victime si on est chargé d'idées reçues. Parce qu'on va se dire que ça n'a pas de sens. Pourquoi droguer un homme? C'est eux qui violent. Mamie commence à avoir des trous de mémoire et on pense qu'on la drogue, je pense qu'elle devient délirante. Il me dit qu'il est fatigué après le dîner, moi aussi je suis fatiguée, ça s'appelle la digestion. Alors que lui vous dit qu'il s'endort sur la table et qu'il porte plainte, c'est qu'il y a un problème. Elle dit qu'on la drogue, mais elle se souvient de tout. Pourtant, les victimes, elles s'ignorent en général, alors que c'est absolument faux. C'est une victime sur deux qui a une amnésie des faits. Et puis, elle dit qu'on l'a violée, alors qu'à regarder la vidéo, elle a l'air même carrément entreprenante. J'ai déjà pris des drogues, ça ne fait pas ça. Alors ça, c'est très récurrent. Ne confondez pas, s'il vous plaît, une prise de consommation volontaire où la personne prend un comprimé d'ecstasy est en festival avec des paillettes, une communion avec la musique et la nature, par exemple, dans un moment de réassurance avec des amis qu'il adore, avec une personne qu'on a droguée à son insu et qui va juste sentir d'un coup un empoisonnement et qui va rentrer dans un état de panique. Avec quelqu'un qui, lui, au contraire, au lieu de lui porter assistance, va lui retirer ses vêtements ou procéder à un viol au lieu de l'assister dans sa détresse. Ça n'a rien à voir, c'est toujours un bad trip pour les victimes. Et les femmes sont des victimes, pas les agresseurs, ça ne tient pas debout, ça c'est souvent ce qu'on nous dit quand ce sont des hommes qui sont agressés. Donc à quoi bon puisque ça c'est une manière de se défausser, d'aider quelqu'un, donc c'est de dire que de toute façon on ne peut rien faire pour lui. Si on entretient l'idée que le GHB est le seul agent de soumission chimique utilisé, donc le GHB ça s'élimine en 6 à 9 heures dans le sang, 10 à 12 heures dans l'urine, le temps d'une nuit on ne retrouvera plus rien, donc madame désolée ou monsieur on ne peut plus rien faire pour vous. Ou alors, elle refuse de déposer plainte. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je ne peux pas l'aider. Un peu facile. Ou alors, pire encore, il n'y a qu'à faut que. Il n'y a qu'à faut que, c'est mettez un couvercle à verre, vous verrez, vous serez en protection totale vis-à-vis du crime. Portez des vernis anti-viol pour tester vos verres et vos vecteurs. Et prenez aussi des bandelettes de vecteurs et vous verrez, vous pourrez échapper à l'agression puisque vous avez la possibilité de tout de suite savoir si votre verre est drogué ou pas. Moi, je pense que cette question-là, elle mérite même un topo dédié, mais on pourra en parler tout à l'heure dans les questions pour que je puisse finir le topo. Bien sûr que ça serait trop facile. S'il suffisait de mettre un couvercle à verre pour se prémunir contre le viol, croyez-moi, ça ferait très longtemps qu'on le ferait. Et donc, bien sûr, c'est aussi des idées reçues qui empêchent de mettre en place des mesures de prévention efficaces. Donc, il faut surtout garder toujours l'esprit ouvert dans les réflexes à avoir.
de ne jamais essentialiser les cas. Ce que je viens de vous dire, c'est l'état de connaissance actuel que j'ai. On n'est jamais expert, on n'a pas fini d'apprendre. Il peut toujours y avoir des modes opératoires inattendus. Quel que soit le contexte, les obstacles au dépôt de plainte sont infiniment grands. Donc attention, il y a de ne pas juger une personne qui ne veut pas déposer plainte en disant c'est qu'elle n'est pas sûre d'elle, etc. On culpabilise, on a peur, on a l'amnésie. On culpabilise d'avoir consommé des substances, d'avoir lâché prise, de ne pas avoir su se défendre, etc. On ne se sent pas légitime de déposer plainte quand on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé, on se sent impuissant. Et surtout, on a peur de toutes les répercussions. Et quand je dis les répercussions, je ne parle pas uniquement de la police. On a tendance à se cacher derrière la police. Les victimes qui nous appellent ont peur de tout le monde. Elles ont peur de leurs collègues, elles ont peur de leurs patrons, elles ont peur de leurs amis, elles ont peur de leurs parents, tous ceux qui sont prêts à ne pas les croire et à questionner leur comportement à elles plutôt que celui de l'agresseur. Donc, s'il vous plaît, on ne juge pas une personne qui ne veut pas déposer plainte. On l'oriente vers les dispositifs qui peuvent l'encourager à déposer plainte à moyen et à long terme pour qu'on puisse faire ce travail de déculpabilisation. C'est une course contre la montre parce que les substances s'éliminent rapidement, parce que les traces aussi au-delà des substances s'éliminent. Il faut rechercher l'ADN étranger, il faut rechercher des traces de spermatozoïdes, il faut rechercher les éventuelles lésions, etc. Il y a aussi une urgence de soins, un risque de grossesse non désirée. Quand la fameuse jeune fille qui se réveille nue dans la rue sans souvenir, elle sait qu'elle a été violée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est combien ils étaient, si le rapport était protégé ou non protégé. Et donc, dans ce cas-là, attention, contraception d'urgence et surtout, orientation vers les CGID pour pouvoir avoir une prise en charge sur le plan infectiologique. Donc, il faut concourir à la préservation des éléments de preuve. Ce n'est pas vous qui le ferez, hein, vous orientez vers le CRAFS, bien évidemment. On gère l'urgence sanitaire. Ça, vous pouvez le faire, en tout cas sur le plan de la contraception d'urgence et l'orientation vers le CGID. Et puis, bien sûr, on encourage la judiciarisation de façon systématique, même si vous savez, encore une fois, que ces obstacles sont multiples. Encourager, le faire gentiment, ce n'est pas inciter ni obliger. Malheureusement, les victimes vont être régulièrement dans la recherche de preuves privées. C'est pour ça qu'il faut l'orienter vers nous, s'il vous plaît, parce que là, je vous montre juste une photo d'une victime qui a recherché des preuves privées et qui m'a autorisé à montrer cette image. Elle a été tout bonnement mutilée. Pour lui faire le prélèvement capillaire, le professionnel de santé a fait ça au scalpel. C'est pas du tout comme ça qu'on procède, donc c'est rajouter du traumatisme à un traumatisme déjà vécu. C'est pour ça qu'on met en place un projet de recherche scientifique. N'hésitez pas à orienter les victimes vers nous, puisque nous allons procéder au prélèvement. Moi, je prélève les cheveux des victimes et on fait des analyses dans le cadre d'un projet d'étude de recherche scientifique qui s'appelle GSC. D'accord ? Donc, en cas de refus, on respecte la temporalité de la victime. Le nerf de la guerre, c'est qu'elle soit jamais isolée. Et donc, quelle que soit la situation, vous pensez au CRAFS, à notre structure de prise en charge. Vous avez une campagne qui vous a été transmise pour pouvoir justement sensibiliser le grand public. N'hésitez pas à afficher ces affiches, n'hésitez pas à leur demander de scanner le QR code et de venir nous voir. On sera au bout du fil et justement on pourra les prendre en charge convenablement puisqu'on connaît la question, puisqu'elles peuvent nous avoir au bout du fil, nous écrire si elles préfèrent nous écrire ou prendre directement connaissance du circuit de prise en charge. Nous sommes toutes des femmes, pharmacologues, experts de santé publique et formées sur les violences sexistes et sexuelles. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais m'arrêter là pour laisser un petit peu de place aux échanges. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est vraiment un enjeu de santé publique. Sinon, je ne m'adresserai pas à des pharmaciens ou aux soignants qui sont tous présents ici. Donc, je compte sur vous pour qu'on reste coordonnés et vous avez mes coordonnées. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Leïla. Et voilà, beaucoup de remerciements pour la qualité de ton intervention et pour cette présentation. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et certains points étaient glaçants. C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues et que c'était bien de déconstruire toutes ces idées reçues. Je vais reprendre, mis à part tous les remerciements, je sais qu'il y a eu... alors déjà, premier point, est-ce que, Leïla, tu penses qu'on pourra mettre cette intervention en replay et la mettre à disposition des participants? Oui, bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Ok, ça c'est super. Et puis un deuxième point, c'est vrai qu'on a survolé certains documents, notamment la fiche de l'ANSM. Où est-ce que nos participants pourront la retrouver? Alors, cette affiche, je vous la montre tout de suite. Elle est sur le site CESFARM. Donc, sur le site de CESFARM, vous allez dans Actualité 2024. Et là, vous avez la campagne gouvernementale qui a été lancée justement par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est je pourrais mettre le lien vers les supports de communication avec le replay. Par contre, concernant la fiche qu'on a fait en début de présentation, la fiche de l'ANSM.
Ah, la fiche, elle est sur le site de la Oui, NSM. Vous allez sur déclarer d'accord, une soumission chimique et elle est directement téléchargeable sur le site de l'agence. Pardon, je pensais vous parler de la fiche de sensibilisation. très bien. Voilà, je ne sais pas, Leïla, si tu as l'occasion de regarder le chat. Oui, Voilà, je regarde. il Bah, y a des merci kits de beaucoup en tout cas détection pour chimique. Ah votre... oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on peut intervenir. Voilà, certaines personnes t'ont vu mardi soir sur France 2. Alors, et on n'a pas abordé le point des piqûres en soirée, c'est vrai. Et puis, il y a beaucoup de questions, et c'est un point qui revient, que je vais aborder, sur les kits de détection chimique qui sont notamment proposés en pharmacie aujourd'hui. Euh, donc, il y en a plusieurs. C'est des kits de détection, Check Your Drink. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commenté sur notre post LinkedIn. Qu'est-ce que ça vaut? Euh, Alors, je ne vais pas parler de dispositifs particuliers parce que je ne Bien veux faire sûr, de mauvaise pub à en personne et global. de la Mm, personne, mais je vais répondre en global. mm. C'est simplement pour vous dire que je vais revenir justement sur cette image que je vous avais montrée tout à l'heure sur le Yaka Fauque. Attention aux messages qu'on fait passer et attention à tout ce qui peut être un outil qui est faussement protecteur. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, des couvercles à verre. Les couvercles à verre, je ne dis pas que c'est pas une bonne chose de les mettre en place. Je dis simplement qu'il faut faire attention aux messages qu'ils véhiculent. Là, par exemple, vous voyez que c'est un chouchou qui devient un couvercle à verre. Donc, c'est un outil qui est genré, qui laisse penser que uniquement les femmes peuvent être victimes. Donc, déjà, si on peut avoir des outils non genrés, c'est quand même l'idéal. Le deuxième point, c'est qu'il laisse encore entretenir le mythe que c'est toujours le rôdeur. Alors, le rôdeur existe, hein, donc il faut s'en protéger. Mais en revanche, on ne fait pas passer le bon message, c'est que c'est encore des verres qu'on va laisser sous la surveillance d'une personne de confiance qui peut tout à fait relever le capuchon et mettre ce qu'il veut dedans. La troisième idée reçue, c'est le vecteur. Ces couvercles à verre ne sont promus que sur des verres d'alcool. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 1000 façons de droguer une personne à son insu et que ce n'est pas uniquement les verres d'alcool qui sont utilisés. La quatrième idée reçue, c'est qu'on a l'impression que le danger est uniquement extérieur au verre. Donc finalement, on ne fait aucune communication et de sensibilisation sur l'alcool en lui-même, qui est contenu dans ce verre. J'ai même vu des couvercles à verre qui faisaient de la publicité pour l'alcool, la pub Heineken, etc. Donc ça, c'est pas possible. Que ces couvercles soient présents pour dire attention, c'est des choses qui peuvent exister, que ça soit utilisé comme un outil de communication pour dire ça peut arriver, faites attention les uns aux autres, qu'il y ait un QR code qui renvoie vers les dispositifs qui peuvent aider, etc., renvoyer vers des stands de réduction des risques, renvoyer vers une safe zone pour dire voilà les symptômes qui doivent vous alerter, mettez-vous à l'abri, on est là pour vous protéger, contactez nos bienveilleurs et nos bienveilleuses, aucun problème. Mais s'ils sont là pour prétendre faire barrage au crime, là ça devient dangereux parce qu'ils ne font absolument pas barrage au crime. Et en matière criminelle, ce qui ne protège pas expose. Je vous ai parlé des vernis anti-viol, par exemple. Donc là, c'est des vernis. Et si on trempe le doigt dans le verre et qu'il est contaminé, il changerait de couleur. La plupart du temps, ce sont des vernis qui sont commercialisés aux États-Unis, fabriqués aux États-Unis, par exemple, qui vont rechercher à peine 4 ou 5 substances, alors que ce sont des centaines d'agents de soumission chimique possibles, avec des techniques qui ne sont pas confirmées ni fiables, ni pour le positif ni pour le négatif, même si elles ont une certaine sensibilité. Et surtout, et c'est sans doute le plus important, elles recherchent parfois des substances qui ne sont même pas en circulation en France. Donc là, par exemple, le vernis que je vous ai montré, ils recherchent le rohypnol. Nous, le rohypnol, on l'a abrogé en France en 2013. Donc, il ne circule même pas. Rechercher des substances qui ne circulent pas, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, et puis, j'ai envie de vous dire combien il vous faut de doigts pour boire votre verre tranquille, puisqu'il faudrait tremper votre doigt tout de suite quand on vous sert à boire, parce que ça peut être le serveur, entre guillemets. Et puis après, à chaque gorgée, puisqu'à tout moment, on peut vous souiller votre verre. Donc, ce sont des méthodes qui ne sont pas efficaces. Et de la même façon, vous allez avoir les bandelettes. Là, par exemple, vous voyez que c'est une bandelette, on va rechercher que le GHB, alors que je vous disais qu'il y a plein d'autres substances possibles. Et de la même façon, combien il me faut de bandelettes pour boire mon verre tranquille? Ça va à l'encontre du lâcher-prise, ça va à l'encontre de la fête et surtout, ça entretient l'idée encore que tout est affaire de prudence et qu'on continue à faire poser la responsabilité sur les victimes. Pourquoi tu n'as pas mis ton couvercle à verre? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis ton vernis anti-viol? Pourquoi tu n'as pas utilisé tes bandelettes, check your drink ou narco-check ou peu importe? Attention, la vigilance qui doit être promue, c'est une vigilance solidaire. C'est connaître les signes, c'est savoir comment reconnaître un signe de danger, comment mettre la personne à l'abri, comment veiller à ce qu'elle soit en lieu sûr et comment, le lendemain, si on a suspecté une administration de substance, qu'est-ce qu'il faut déployer pour faire la révélation de cette preuve et assurer à ce que la victime ne soit pas seule et isolée et être prise en charge. Donc, attention, il faut être très vigilant sur des outils qui prétendent
protégés et qui en réalité peuvent exploser s'ils n'utilisent pas les bonnes techniques. Et je ne vous parle même pas de quand on pense qu'on détecte le GHB, alors qu'en réalité, ils ne détectent pas le GBL, qui est lui en circulation. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment surtout veiller à faire passer les bons messages. C'est la vigilance solidaire, faire attention les uns aux autres. Maintenant, il y a de plus en plus d'applications dans ce sens. Ce qui est important, c'est qu'en cas de doute, il faut pouvoir mettre la personne en lieu sûr. Si on perd le contact avec elle, bien évidemment qu'on appelle le SAMU, mais surtout la mettre en lieu sûr, s'assurer qu'elle va bien et ensuite l'orienter vers le CRAFS pour qu'elle puisse être prise en charge convenablement. Ok, c'est très intéressant, c'était très clair. Le CRAF aujourd'hui, il y a une seule antenne à Paris. Tout le monde doit contacter un seul centre. Il n'y a pas d'antenne régionale du CRAF. Alors, non, le CRAFS est une structure nationale. En fait, c'est une entité nationale. Donc, en fait, elle recueille tous les appels des victimes, où qu'elles soient sur le territoire. Mais ensuite, elles vont être fléchées en respect du maillage territorial. C'est ça le conseil personnalisé. C'est pas partout qu'il y a des UMJ qui accueillent hors réquisition. C'est pas partout. Parfois, qu'on a même des médecins légistes tout court. Je reviens depuis pas si longtemps de Saint-Martin. Il n'y avait pas de médecine légale, donc voilà, de médecins légistes. Donc voilà, on adapte en fonction de la réalité de chaque territoire, mais on prend en charge bien sûr tous les appels de toutes les victimes sur l'Hexagone et au-delà. Ok. Est-il possible de trouver une liste exhaustive de toutes les substances et médicaments qui peuvent être utilisés dans le cadre de soumission chimique? Alors, des listes exhaustives, certainement pas, puisque les drogues, en fait, sont en perpétuelle évolution, et notamment les drogues de synthèse qui arrivent sur le marché. En revanche, il y a des recommandations des sociétés savantes, la Société française de toxicologie analytique, la SFTA, qui a émis ces dernières recommandations et qui liste les grandes catégories incontournables, en fait, qui doivent être recherchées dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner à n'importe quel laboratoire, hein. Attention, c'est toujours un laboratoire expert, pour plein de raisons. Ils doivent être en capacité d'avoir des limites de détection très basses parce qu'on est parfois dans la recherche de traces de médicaments ou de drogues jusqu'au nanogramme par millilitre près. Ils doivent avoir un arsenal extrêmement conséquent à rechercher, puisque je vous ai dit, ce sont des centaines d'agents de soumission chimique possibles. On ne sait pas ce qu'on recherche. On cherche tout ce qui peut altérer l'état de conscience et de discernement. Et là, vous avez la liste qui a été établie par la SFTA des grandes catégories incontournables, les amphétaminiques, les sédatifs, etc., qui sont retrouvés sur cette liste. Et après de les rechercher et d'implémenter ce répertoire au fur et à mesure de l'usage criminel. C'est pour ça qu'il faut se reposer toujours sur les recommandations des sociétés savantes et ces analyses doivent être réalisées strictement dans des laboratoires experts qui sont compétents parce qu'il n'y a rien de pire que de rendre des faux positifs et des faux négatifs. Je préfère ne pas remettre de résultats, parce que j'entends aussi parler de bandelettes tests, qu'on donnerait des autotests aux gens. Attention, s'il vous plaît. Après, quand ça vient entre les mains des OPJ, on dira que le résultat est négatif alors que ça ne l'est pas et que ce n'est pas fiable. Et de la même façon, on peut avoir un résultat positif qui n'est pas tout à fait bien. Donc, on a déjà eu le cas du tramadol qui apparaît alors qu'en réalité, c'était l'avant-lafaxine, par exemple. Et là, il y a des difficultés puisque si l'enquête s'oriente vers le tramadol et qu'on dit l'agresseur n'a pas de tramadol alors que c'était pas le tramadol, c'était une autre substance, prudence, on travaille avec les experts, il s'agit de choses sérieuses. On a affaire à l'histoire d'une personne qui est impactée dans sa trajectoire et à ce qui va se passer ensuite en matière d'état de droit pour l'agresseur présumé. Donc voilà, vigilance, il faut travailler surtout avec les experts et en lien avec. C'est un très bon point de Léa qui dit qu'il faut enregistrer le numéro du CRAF. Tout à fait, je vous le remettrai. Je vous mets. En fait, il n'y a pas de numéro du CRAF. Ou il y a un numéro à communiquer ici, Leïla, dans le chat. Vous pouvez contacter le CRAFS également en tant que professionnel au 01 40 05 42 70. Je vais le mettre tout de suite dans le chat. 01 40 05. Voilà, ça y est, je viens de le mettre. Voilà, 42 70. Et on n'a pas évoqué la partie piqûre. C'est vrai que c'est aussi une thématique d'actualité. Dès qu'on est dans j'ai entendu parler autour de nous de ce phénomène des piqûres dans des événements qui rassemblent du monde. Est-ce que les gens peuvent venir en pharmacie et est-ce qu'on doit les orienter aussi vers le CRAF? Comment gérer ça? Vous pouvez les orienter vers le CRAF s'il n'y a pas de difficulté puisqu'on pourra revoir la discussion avec eux. C'est simplement que par rapport aux résultats qu'on a eu jusque-là. C'est pour ça que nous, on reste vigilants parce qu'on considère que tout peut évoluer à tout moment. Donc, nous, on ferme la porte à personne. Et on dit juste que dans ce qui s'est passé lors de l'alerte des piqûres malveillantes, des analyses ont été réalisées. Il n'y a aucun laboratoire expert de tous ceux qui ont été mobilisés, et Dieu seul sait que beaucoup de laboratoires ont été mobilisés, qui ont retrouvé la moindre trace d'une substance administrée à l'insu des personnes. On n'a retrouvé que des consommations volontaires ou l'absence de consommation.
dans des délais qui étaient très raisonnables, hein, donc on n'a jamais été aussi réactif pour prendre en charge des victimes, parce qu'il y avait le risque infectieux qui était justement présenté, notamment d'hépatite B à ce niveau-là. Et effectivement, il n'y a pas eu d'agression non plus au décours dans l'écrasante majorité des cas, ce qui signifie que ça ne remplit pas la définition de la soumission chimique, puisque pour être soumis chimiquement, il faut qu'on nous administre une substance et qu'on nous agresse. Là, on n'a pas retrouvé de substance et pas d'agression au décours. Il y avait des symptômes qui étaient probablement le reflet des consommations volontaires ou d'états de panique, parce que quand la personne a senti les piqûres, je ne dis pas que des gens n'ont pas été piqués, hein, je dis qu'on peut être piqué par une seringue pleine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une punaise, un compas, une lancette, peu importe. Je dis pas qu'ils n'ont pas été piqués, je dis ça, je n'en sais rien. En revanche, je dis qu'il n'y a pas eu d'administration de substances nuisibles, et par contre, il y a beaucoup d'états qui peuvent s'apparenter à des états de panique, des palpitations, des bouffées de chaleur, des frissons, des sueurs froides. J'avais la sensation de jambes coupées parce qu'il y avait cette peur panique, et à juste titre à ce moment-là, de pourquoi est-ce qu'on m'a fait du mal, pourquoi est-ce qu'on me veut du mal, et puis est-ce que j'ai un risque de contamination infectieuse. Il faut rassurer les gens quant à la contamination infectieuse. Vous l'avez vu, il y a la Société française de lutte contre le sida qui a été très claire là-dessus. Le risque de contamination VIH est quasi nul, pour ne pas dire nul. L'hépatite B, effectivement, c'était quelque chose à évaluer. Et dans ce cas-là, vous savez qu'il y a une prophylaxie qui peut se mettre en place dans les 48 heures et jusqu'à 7 jours au plus tard, avec la vaccination qui se met en place tout de suite quand on n'est pas déjà immunisé, et après un rappel à M1 et à M6. Donc voilà, il y a les piqûres, elles ont eu par contre une grande vertu, c'est qu'elles ont contribué à faire un entraînement grandeur nature à l'ensemble du territoire national sur la prise en charge d'une suspicion d'administration de substances nuisibles. Ça n'a pas été confirmé qu'on a administré quoi que ce soit à qui que ce soit. Par contre, on a retrouvé ça dans la littérature, en l'occurrence lors de la Restauration en 1918. À Paris, il y a eu des piqueurs. À l'époque, on parlait d'un sadofétichisme. Donc, ça a un très joli papier. J'ai oublié le nom de la personne qui l'a rédigé, l'historien, mais si vous avez le temps de le lire, il est formidable. Ça s'appelle l'histoire d'une peur urbaine. Et on a justement l'histoire de piqueurs qui piquent les fesses, les seins des jeunes filles avec des stylets munis de dards jusqu'au sang, et qui trouvent une satisfaction, en tout cas sensuelle, à provoquer cet état de panique chez les femmes et les hommes. Donc, est-ce qu'il s'agissait de ça ou uniquement d'un effet de panique? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, ça s'est passé exactement de la même façon à la Restauration en 1918. Je vous recommande vraiment de lire cet article parce que ça se lit comme un polar. Il est incroyable et extrêmement bien rédigé. On ne vous entend pas, Sophie? J'avais coupé mon micro. Non, voilà. Quelle est la source principale de récupération des médicaments, ordonnances falsifiées, hors dose? Ouais, je pense que vous l'avez évoqué, ça, Leïla, c'est souvent dans les boîtes à pharmacie à la maison. Ça peut être son propre traitement, ça peut être l'armoire à pharmacie, puisque vous le savez mieux que personne, mais c'est une aberration en tant que telle d'avoir une armoire à pharmacie familiale. Vous savez très bien qu'un médicament, qu'il soit sur ordonnance ou hors ordonnance, normalement, il est censé être donné à une personne suite à une évaluation qui a été faite sur sa propre pathologie. Donc, normalement, on est tous responsables de notre médicament. Je pense qu'il faut continuer. Il faut arrêter de dire qu'il faut laisser les médicaments à l'abri des enfants. Je pense qu'il faut les laisser à l'abri de tout le monde, c'est-à-dire qu'on est responsable de son traitement. On s'assure qu'on ne nous ait pas pris des comprimés, et puis on retourne les médicaments non utilisés ou inefficaces à la pharmacie. Périmés à la pharmacie. C'est important d'avoir aussi une responsabilité pour ne pas faire de stockage de médicaments, et notamment de médicaments psychoactifs. C'est important de ne stigmatiser le médicament psychoactif parce qu'il est extrêmement utile. Il sert justement à des personnes qui sont en souffrance. Il faut garder le cap des patients, ne jamais les désolidariser de leur traitement, mais par contre de leur dire qu'il y a une vigilance particulière sur ces traitements, qu'il faut les retourner à la pharmacie pour éviter tout risque de détournement, d'ailleurs pas uniquement à des fins criminelles, même à des fins de défonce ou d'automédication sauvage qui peut induire une pharmacodépendance et une souffrance chez une personne. Au contraire, il faut déstigmatiser la maladie mentale, aider les gens à se faire aider, que ça soit le mieux cadré et une consommation la plus responsable possible pour protéger son entourage. On dit uniquement mettre à l'abri des enfants, mettre à l'abri de tout le monde et d'être responsable ensemble. Mais le médicament est partout, à portée de clic aussi, à portée de rue. Donc, la réalité, c'est que ça ne sont que des mesures de réduction des risques. Et vous le voyez bien, les drogues sont même interdites et pourtant extrêmement accessibles. La MDMA est interdite en France et pourtant très répandue et utilisée.
Oui, très bien. Pour répondre à Léa, oui, le CRAF est un centre national, mais qui est en lien avec des centres européens et également avec l'OMS. Donc, toute remontée d'informations au CRAF, ça a été évoqué en effet, permet Alors, d'alimenter les bases de données européennes. alors ça, Oui, c'est le centre d'addictovigilance, pardon. Ça, c'est le centre pardon. Oui, d'addictovigilance qu'il a créé, oui, qui le permet de faire. Lui, il est oui. organisé, le réseau national d'addictovigilance est organisé en réseau, mais le centre d'addictovigilance de Paris, qui a cette spécificité, lui a créé un dispositif de téléconseil, qui est le CRAFS, et le dispositif de téléconseil, lui, est à l'échelle nationale. Voilà. Mais on est bien organisé en réseau pour la déclaration des cas de suspicion de soumission chimique. Nous, on est vraiment sur le conseil, la prise en charge, l'orientation, l'accompagnement. Très bien, Leïla, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, beaucoup de remerciements. Je pense que c'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris Merci beaucoup de choses et beaucoup. je suis ravie qu'on ait pu partager cette thématique à l'ensemble de nos professionnels de santé. Y aura-t-il un replay? Oui, on va le mettre en ligne sur notre chaîne YouTube et donc ça va prendre, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais d'ici un jour ou deux, on vous enverra à tous les participants le lien pour accéder sur un lien non répertorié pour pouvoir accéder sur ce replay. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Chaouchi, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et vraiment très bien documentée. Voilà. Merci à tous d'avoir partagé votre pause déjeuner avec nous. Et puis, bonne fin de journée à tous. On va arrêter la visio et puis passer une belle après-midi. Merci Leïla. Merci, à vous.